Coucou les amis, alors avant de visionner la vidéo, je voulais déjà vous remercier pour toutes les interactions qu'on a sur notre chaîne et sur les vidéos qu'on partage, les vidéos qui sont bien sûr gratuites, mais comme vous le savez, qui demandent énormément d'investissement, énormément de travail, de temps et d'argent. Et la chaîne ne vit que grâce à vous, grâce à vos likes, à vos abonnements, à vos messages, mais aussi grâce à notre plateforme Utip où vous pouvez nous aider financièrement, et on remercie déjà ceux qui nous aident. Mais voilà, on compte sur vous, on a besoin de vous. N'hésitez pas à mettre des likes, des messages, même si c'est des émoticônes, ça nous aide énormément dans le référencement et dans l'algorithme de YouTube. Voilà, c'est tout, je vous laisse visionner la vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder les différents matériaux de construction. Alors, dans l'univers des bateaux, il en existe 5. La fibre, l'aluminium, l'acier, le bois et le ferrociment. Allez, allons découvrir la fibre et l'aluminium entre avantages et inconvénients. Alors je ne sais pas si vous savez, mais près de 90% des navires qui sont construits dans le monde sont en PRFV, polyester renforcé à base de fibre de verre. La fibre de verre fait la structure et la résine polyester fait le lien. Et l'un ne peut s'utiliser sans l'autre. Les coques de bateaux en fibre de verre ont eu beaucoup de succès dans les années 60 et ont gagné du terrain face aux coques en bois et en métal. Cette matière a permis aux chantiers navals de construire de nombreux bateaux de série. Le polyester est un matériau composite à base de résine époxy ou résine polyester et de fibres de verre. Ses principaux avantages sont leur coût de fabrication peu élevé, une bonne isolation thermique et phonique, un poids de construction plutôt léger, une maintenance très faible tant au niveau coût d'entretien qu'au niveau de la facilité de modification. Il résiste très bien au milieu marin et vieillit assez bien. Cependant, certains points sont à vérifier. C'est notamment le cas de l'osmose, qui est la dégradation chimique des résines et qui entraîne des cloques gorgées d'eau sur la coque. Ce phénomène est assez classique et connu. J'en ai un peu parlé dans la vidéo précédente avec notre expérience sur le Nomade. Mais là aussi, cela va dépendre si le bateau était stocké à flot ou à terre. Et s'il était à flot, cela dépend aussi de la zone. Plus la salinité de l'eau est faible, plus grandes sont les chances d'avoir de l'osmose. Et bien sûr, à l'inverse, un bateau ayant été stocké la plupart du temps à terre est peu concerné par le risque d'osmose. Les bateaux à moteur sont théoriquement moins touchés que les voiliers en raison de la méthode d'hivernage. L'autre danger, c'est le risque d'infiltration d'eau sur les ponts en sandwich. Bon, là on ne parle pas du casse-croûte de midi. L'eau infiltrée peut faire perdre de la rigidité car les infiltrations entraînent des risques de délaminage. Notre Mélodie de 1977 a été construit avec un pont en sandwich, c'est toujours un risque qu'il faut surveiller. Par exemple, un hublot qui fuit, si l'eau, même douce, s'infiltre à l'intérieur du pont, cela peut avoir des conséquences comme une flexion du pont. Les bateaux construits en stratifié ou composite, en structure sandwich ou monolithique, représentent l'immense majorité des bateaux de plaisance produits aujourd'hui. La construction monolithique désigne une structure fibre plus résine, sans âme, par opposition à la construction sandwich dans laquelle on intercale une âme de matériau léger mais incompressible entre deux pots de composite, de façon à les écarter et à obtenir de la rigidité par augmentation de l'épaisseur sans trop ajouter de poids. Une structure sandwich est beaucoup plus rigide qu'une structure monolithique à poids égal. L'utilisation de composites dépend de la disponibilité en pétrole et la production de résine et des fibres de renfort nécessite une importante consommation d'énergie et des émissions correspondantes dans l'atmosphère. Alors si vous avez un bateau en fibre de verre et que vous avez des réparations, des rénovations à faire dessus, voici un livre intéressant écrit par Jeanne Goujon qui pourrait être un bon support pour apprendre à réparer soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour réparer un bateau en fibre de verre? Là, ça va dépendre de l'endroit où il va falloir réparer. Si c'est au-dessus de la ligne de flottaison, on utilisera un mastic polyester ou un mastic époxy. Et puis, en dessous de la ligne de flottaison, ce sera généralement de l'époxy. La fibre de verre a un autre inconvénient, c'est qu'elle est rigide et relativement cassante.
Un choc un peu fort va se fissurer, voire briser et décoller les fibres, souvent en profondeur, et fragiliser l'étanchéité et la solidité. Alors les réparations peuvent se faire facilement si vous avez de la résine et de la fibre à bord de votre bateau. Sinon, vous avez toujours la possibilité de trouver un chantier un peu partout dans le monde pour vos réparations. Alors au niveau écologique, on sait que la fibre de verre est polluante. Une épave en fibre de verre est une catastrophe écologique. Mais les choses bougent avec l'Association pour la plaisance éco-responsable. L'APER, une association qui a boosté le recyclage des bateaux de plaisance. Leur mission est tout d'abord d'organiser la fin de vie des bateaux de plaisance ou de sport, en prenant en charge leur déconstruction. Elle est aussi plus chère que la fibre de lin de 30%. La fibre de lin est non seulement un matériau naturel produit en circuit court en France, mais en plus elle se révèle plus agréable à travailler que la fibre de verre, car elle est beaucoup moins irritante avec des propriétés proches de celles de la fibre de verre et elle est aussi moins énergivore à produire. Il y a aussi d'autres fibres comme le chanvre, le bambou, la jute ou le basalte. Et face à l'impact des épaves de bateaux qui se délitent dans les ports, l'idée est de construire des voiliers plus naturels. Un vrai et beau défi, mais tout à fait réalisable. Parlons maintenant des incendies à bord de voiliers en polyester. Ils sont rares, mais les risques existent, mettant en danger l'équipage et le reste de l'embarcation. La résine polyester, constituant la plupart des bateaux de plaisance, est un excellent combustible pouvant provoquer des fumées très toxiques. L'utilisation des matériaux composites dans un navire s'accompagne de l'inquiétude vis-à-vis des espaces clos. En effet, la concentration dans un espace de chaleur, de fumée et de gaz inflammables augmente le risque d'incendie. Voyons maintenant les bateaux en aluminium. L'aluminium est le matériau favori des voyageurs au long cours. Son grand intérêt est sa légèreté par rapport à l'acier, avec une résistance et une rigidité sensiblement identiques pour une même épaisseur. Les coques en aluminium sont solides et sont utilisées pour les navigateurs de grands voyages, notamment ceux qui croisent les océans polaires. Il permet de construire et d'aménager des bateaux sur mesure et de réaliser des modifications car le matériau est facile à souder et à réparer. Les réparations s'en trouvent facilitées. La complexité de l'aluminium est de trouver de bons soudeurs. Car souder de l'aluminium, opération qui se fait parfois sous argon ou hélium, n'est pas simple ni maîtrisée par tout le monde. Les avantages, en plus d'être structurels, concernent aussi les aménagements. En effet, les coques en aluminium étant autoporteuses, la coque et le pont sont formés d'un seul tenant, ils ont leur propre rigidité et n'ont pas besoin des aménagements pour y participer, comme c'est le cas pour les bateaux en polyester. Si vous achetez une carène en alu nue, vous serez donc libre d'installer les cloisonnements où bon vous semble. Côté esthétique, les bateaux alu se peignent, se traitent, s'enduisent et se couvrent d'adhésifs de la même manière qu'un modèle polyester. Alors l'aluminium est un matériau très conducteur, ce qui engendre énormément de condensation et ce qui nécessite une isolation complète du navire. Je me souviens que sur le Nomade, il y avait aussi beaucoup de condensation avant qu'on décide d'isoler complètement avec du Depron. Alors les avantages d'une coque en aluminium résident aussi par sa résistance au choc, au frottement et au poissonnement. En effet, une coque en aluminium présente une solidité exceptionnelle grâce à sa flexibilité et sa capacité à absorber l'impact. C'est un atout pour la sécurité en haute mer, où la rencontre avec un objet flottant est possible. La coque en aluminium est aussi privilégiée pour des longs voyages et les mers polaires grâce à sa rigidité naturelle qui est parfaite dans des endroits hostiles. Alors autre spécificité majeure de l'aluminium, c'est que c'est un métal non ferreux, ce qui lui donne une excellente résistance à la corrosion. Ce qui n'empêche pas d'en avoir. Seule sa teinte peut se ternir à cause de la mince couche d'alumine grisâtre qui le protège de la corrosion. Alors Martine me demande si sur un bateau en alu, on peut avoir de l'osmose. Eh bien non, les coques en alu ne présentent pas de phénomène de cloque dû à l'osmose ou de fuite, contrairement aux voiliers en polyester. Alors cet avantage est dû à l'aluminium de qualité marine qui ne se détériore pas et ne se délamine pas au cours du temps. Alors enfin, certes, l'aluminium est plus sensible à la fatigue que l'acier, mais des codes de conception ont été créés pour les coques en aluminium. L'avantage d'une coque en aluminium provient de l'étude de la structure qui n'est pas affectée par la fatigue structurelle. De plus en plus, les bateaux sont construits à partir d'alliages d'aluminium de la série 5XXX, dont la teneur en magnésium varie entre 3 et 6%. Cependant, les voiliers en aluminium demandent quelques précautions. Si la coque ne rouille pas, c'est un matériau très conducteur. Elle peut être sujet à l'électrolyse qui apparaît lors de fuites électriques et provoquer une altération du métal. Sous forme de piqûres, elle engendre aussi une forte condensation. Il faut donc que le bateau soit isolé dans son intégralité. Il est donc important d'être vigilant sur le circuit électrique du bateau. Les équipements de navigation et les circuits électriques doivent être parfaitement isolés. De plus, l'ensemble des pièces métalliques, moteurs,
pompes et vannes. Afin de se prémunir en évitant d'être relié à la terre sur un cutaway, il y a lieu d'installer un isolateur galvanique. Ne pas oublier d'installer une tresse de masse entre la borne négative de la batterie et la coque alu. Alors de nombreux progrès ont été réalisés par les chantiers qui construisent des coques en alu, surtout sur les techniques de soudure sous argon. La technique dite Strongal permet des constructions simplifiées, très solides, rigides et très résistantes au choc. Alors pour les bateaux destinés à rester à flot à long terme, des précautions indispensables s'imposent. La carène doit être protégée par un système adéquat avec une application au préalable d'un primaire d'accroche spécifique pour les coques en aluminium, avant de la recouvrir d'un antifouling compatible. Alors pourquoi mettre des anodes sur un bateau? Alors la corrosion est inévitable. Les anodes sont la solution pour limiter ce phénomène naturel qui endommage les parties métalliques de votre bateau. Alors des anodes sacrificielles qui sont constituées d'un métal électropositif, c'est pour ça qu'elles vont se faire attaquer par la corrosion en premier. On l'appelle anode sacrificielle car on la sacrifie pour éviter que d'autres parties ne soient rongées par la corrosion. Elles sont également sur les autres bateaux. Elles doivent donc être placées sous la coque en nombre suffisant. 8 pour une longueur de coque de 10 mètres, en zinc si c'est une eau de mer, en magnésium si c'est de l'eau douce, en aluminium pour une utilisation du bateau en utilisation fluviale et mer. Alors la complexité de l'aluminium est de trouver un bon soudeur. Et si vous vous trouvez au fin fond de la Patagonie, il vous sera très difficile d'en trouver. D'où peut-être l'idée d'emmener un poste à souder et d'essayer de réparer soi-même. Alors en termes de poids, il y a peu de différence in fine entre l'aluminium et le composite, sachant que plus le bateau en aluminium est petit, plus il est comparativement lourd par rapport à un bateau en composite. Alors plus il est grand, et plus il se rapproche du poids d'un bateau en composite. Et puis à partir de 10-12 mètres, les deux technologies sont similaires en termes de poids. Concernant les incendies, l'aluminium est un matériau incombustible. Cette résistance au feu, associée à sa conductivité thermique, permet un refroidissement rapide en cas de feu et une dissipation de la chaleur dans toute la coque. Cette résistance résulte de la présence d'une couche protectrice d'oxyde d'aluminium forte et adhérente qui se forme à la surface lorsque le métal nu est exposé à l'atmosphère. Alors avec l'alu, on n'a pas les odeurs de styrène ou de résine, par contre on est sur une structure qui est normalement plus silencieuse, avec peu de craquements et de grincements, alors là bien sûr si vous avez une super isolation. Mais l'aluminium a aussi ses inconvénients. Bien que la bauxite, qui est le minerai d'aluminium, se trouve en abondance, il s'agit toutefois d'une ressource non renouvelable dans sa conception. La transformation de la bauxite en aluminium consomme beaucoup d'énergie électrique. Néanmoins, une fois produit, ce métal est facilement recyclable et son recyclage ne nécessite que 5% de l'énergie nécessaire à sa production. La coque en aluminium d'un bateau de plaisance peut être très largement recyclée et réutilisée comme matière première jusqu'à 95%. Alors quel que soit votre choix, il se fera en fonction de vos moyens financiers, de vos projets de navigation et puis aussi de tout ce que vous pouvez faire vous-même. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir partager votre expérience avec la communauté. C'est toujours sympa d'avoir plein d'avis et moi j'aime beaucoup pouvoir partager avec vous. Je vous dis à bientôt pour la suite de la vie en voilier sur les matériaux. Je vous embrasse!